Eh ben, très bien. Alors, peut-être qu'avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Anaïs Pancam, je suis responsable communication pour Diapaz. Et du coup, j'ai le plaisir de faire cet atelier avec Henri Boucher, qui s'est déjà un petit peu présenté. C'est ça. Vous m'entendez? Oui, je ne vais pas me représenter. Alors, quand on a réfléchi pour introduire ce sujet, en fait, quand on a réfléchi à cet atelier avec Henri, on s'est demandé qu'est-ce qui était simple et pratique à mettre en œuvre dans votre cabinet. Et la réflexion, elle a débuté en se disant que ce qui était simple, c'est finalement ce qu'on connaît très bien et ce qu'on a peut-être déjà. Donc aujourd'hui, on va parler là plus en détail des solutions Office 365 et de l'accompagnement qui va avec. Donc il y a peut-être des choses que vous avez entendues dans la première partie, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être avant de commencer, est-ce que je peux faire un petit sondage sur qui a Office 365 dans son cabinet ou qui ne sait pas Alors, qui a Office déjà? Déjà, je dirais plus de la moitié, donc c'est très bien. Les autres, j'imagine, c'est plus sur le pack Office. C'est autre chose. En tout cas, quand on s'intéresse à ces outils-là, alors on peut dire qu'on connaît tous Outlook, on connaît tous Word, on connaît tous Excel, etc. Si c'est moi? Ok. Pardon. Quand on les connaît, on les connaît sans les connaître, et aujourd'hui, Microsoft a fait énormément de nouvelles fonctionnalités ou a peaufiné ces fonctionnalités pour nous permettre d'avoir un peu plus de productivité et de gagner en temps. Alors, vous avez dû voir aussi dans la présentation de Cyril tout à l'heure, on aime bien les citations chez Diapaz. Donc, j'en avais deux, j'ai mis celle-ci parce que l'obligate oblige. Si vous donnez aux gens des outils et qu'ils utilisent leur capacité naturelle et leur curiosité, ils développeront des choses qui vous surprendront beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendez. Donc, en prenant un peu de temps pour bien maîtriser les outils, on se rend compte qu'on arrive à être plus efficace et aussi à avoir un service de qualité. Et du coup, ce service de qualité, il se répercute sur vos clients et ça se répercute aussi sur votre business. Donc, pour commencer, on s'est focalisé sur trois parties. Comment digitaliser son travail au quotidien, comment digitaliser sa collaboration et comment digitaliser sa relation client. Donc, le travail au quotidien, on a commencé à en parler tout à l'heure. Il débute avec les habitudes de maintenant, c'est-à-dire travailler en mobilité, travailler depuis n'importe où et n'importe quand. Et avec Office 365, vous avez la possibilité sur un seul portail de retrouver tous vos outils online. Ce qui veut dire aussi que quand vous n'êtes pas online, vous travaillez donc hors connexion et automatiquement, en fait, à la prochaine reconnexion de vos outils, vous allez pouvoir synchroniser les documents et synchroniser votre travail sans que ça n'ait aucun impact sur votre manière de travailler. Donc, je pense qu'on a plusieurs exemples. Ça peut être, quand je pense à le travailleur connexion, c'est quand vous êtes en déplacement, dans le train par exemple, dans votre maison de campagne, vous n'avez pas forcément une très bonne connexion, etc. Vos documents, l'ensemble de vos documents, vous allez les retrouver et vous allez pouvoir y travailler comme si vous étiez au cabinet. Ça fasse du Larsen. Le point qui me semble important en termes de vision sur les données accessibles hors connexion, c'est que ça n'est jamais très sain de synchroniser
toute la matière que nous avons au cabinet sur un poste utilisateur. C'est rarement ça le besoin. En revanche, la souplesse des outils de synchronisation que vous connaissez peut-être déjà à usage personnel, puisque les outils sont identiques, c'est les solutions OneDrive. En fait, elles vous permettent de synchroniser, de rendre accessible hors connexion une partie de votre organisation pour pouvoir le travailler offline, hors connexion, et lorsque vous récupérez finalement la connexion au réseau, il y a une mécanique automatique qui se met en œuvre de synchroniser le différentiel entre ce que vous avez produit et ce qui existe sur le serveur central. Voilà, donc c'est ça la fluidité, et c'est finalement ces nouveaux usages de faciliter le déplacement sans cette inquiétude d'accès à la donnée. Déjà, de plus en plus, pour ceux qui pratiquent les voyages en train, vous voyez bien qu'avec le Wi-Fi qu'on a maintenant de manière de plus en plus fiable dans les trains, on arrive à avoir des moments hors du lieu de travail qui sont productifs. Et si jamais on se retrouve encore dans cette situation, parce qu'on peut bien sûr travailler avec ces outils-là ou en partage de connexion à des endroits où il n'y aurait pas de réseau, mais au grand jamais, s'il n'y avait pas de connexion Internet, les accès hors connexion sont vraiment la bonne solution à ça. Donc, sur cette slide, vous allez voir qu'on a remis les 4 applications que vous utilisez certainement le plus au quotidien, donc Outlook, Word, Excel et PowerPoint, et des fonctionnalités. Alors, c'est juste une sélection de fonctionnalités, mais c'est des fonctionnalités qui, à mon sens, peuvent avoir une valeur ajoutée pour vous, pour votre travail. Peut-être certains utilisent déjà ces fonctionnalités, ou des logiciels qui font un peu la même chose. J'ai en tête le logiciel Dragon, je crois, c'est pour les dictées. Bon, l'idée, c'est de dire la lecture à voix haute a été beaucoup plus peaufinée, donc elle existe depuis un certain temps, mais avoir un outil qui vous permet d'avoir les mains libres et de potentiellement vous préparer pour aller en audience ou de lire vos mails quand vous êtes dans la voiture, c'est des habitudes à prendre et en même temps, c'est des choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Tout à l'heure, je crois qu'Olivier aussi a parlé du traducteur. Alors le traducteur, on l'a dans la version la plus basique, c'est-à-dire il va vous permettre de traduire d'une langue à une autre un document, mais on voit aussi qu'il y a une autre fonctionnalité de traduction, il en a parlé. Quand vous êtes en visioconférence, quand vous regardez des vidéos, il y a une reconnaissance vocale qui, de manière assez en temps réel, va pouvoir traduire les vidéos que vous regardez. Ça peut être très efficace et très productif quand vous êtes dans un meeting avec des clients à l'international, ou bien, voilà, on a un exemple d'une personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est Delphine Galin, qui un jour, en nous parlant d'un dossier, me disait qu'elle avait un notaire aux États-Unis, son client dans les Émirats et qu'elle était basée en France. Donc, cette coordination pour la traduction peut être aussi intéressante. L'outil dicté, je ne vous apprends rien, mais celui-ci, il est de plus en plus efficace. Il vous permet donc, là encore, de pouvoir vous exprimer un petit peu comme vous le souhaitez et de revoir très rapidement avec les corrections automatiques les éventuelles fautes. Et enfin, FindTime, ça c'est peut-être un outil que vous connaissez moins. Enfin, peut-être que vous en connaissez un qui s'appelle Doodle. C'est un Doodle amélioré, c'est-à-dire que en fait, c'est un plugin que vous allez pouvoir télécharger dans votre messagerie Outlook quand vous êtes sur Office 365. Ce n'est pas de coût supplémentaire. D'ailleurs, il y a un certain nombre de plugins dans Outlook qui sont gratuits et je vous invite à les découvrir et à chercher un petit peu ceux qui peuvent vous faire gagner du temps. Celui-ci, je m'y attarde un petit peu parce qu'on est toujours à chercher les disponibilités de chacun. Moi, je sais que ça me prenait beaucoup de temps quand je devais regarder les 2 ou 3 agendas de mes collègues ou potentiellement de prestataires. Bon, trouver une disponibilité n'est pas simple. Donc, cet outil-là
il le fait automatiquement. Il va vous suggérer des créneaux et il va ensuite envoyer une invitation à vos interlocuteurs pour qu'eux puissent valider, confirmer leur participation à un meeting. Ouais, ça, c'est les outils d'Office 365. Tout à fait, oui. Parce que dans Outlook, vous avez la possibilité de télécharger des plugins, parce que je ne me trompe pas dans le nom, dont FindTime, mais vous en avez une ribambelle. Celui-ci, il est tout particulièrement intéressant parce qu'on fait des réunions tous les jours et on prend beaucoup de temps pour chercher des créneaux. Voilà. Et si vous connaissez le fonctionnement de Doodle, c'est à peu près la même chose, sauf que là, il est vraiment intégré à votre agenda. Pardon. Si on continue avec la collaboration, on en a parlé tout à l'heure, mais dans Office 365, il y a un certain nombre d'outils et de fonctionnalités qui vont vous permettre de mieux collaborer avec vos équipes et avec vos clients. Dans la collaboration en temps réel, on a des fonctionnalités comme les indicateurs de présence qui vous permettent de visualiser qui travaille sur le document en même temps que vous. Donc c'est un système de code couleur et de nom, puisque du coup tout le monde est logué avec ses identifiants. Et du coup, vous pouvez voir que, par exemple, Henri modifie le document en même temps que vous, qu'il est sur telle partie, qui corrige certains paragraphes, etc. Si vous avez besoin aussi, il y a une fonctionnalité d'interpellation. Aujourd'hui, on est assez sensibilisé à ça sur les réseaux sociaux, notamment quand on fait arrobase, puis le nom. Et ben, la logique, elle a été retranscrite dans les outils Word, Excel, PowerPoint. Enfin, pas PowerPoint, mais aussi, si, pardon. C'est de dire, bah, voilà, je veux interpeller quelqu'un, je veux qu'il regarde précisément cet endroit-là. Du coup, j'inscris son nom et la personne sera alertée de l'endroit que je lui indique. De la même manière, les commentaires et les suggestions d'idées, en fait, ont été aussi améliorés sur le document. Vous avez vraiment une partie où vous pouvez mettre vos notes. Vous pouvez mettre des notes manuscrites, mais vous pouvez mettre des notes et commentaires qui vont s'incrémenter à la fois de couleurs et à la fois d'identification quand c'est différentes personnes qui travaillent dessus. Dans le versionning, vous avez la possibilité de voir au fur et à mesure les modifications qui ont été faites sur les versions de votre document de manière très précise, avec une sorte d'horodatage en fait, sur toutes les modifications quand vous faites des versions très régulières. Et enfin, le partage de documents, il a été simplifié. Dans Word, c'est un clic. Voilà. Le bouton partage, il est en haut. Et ensuite, vous avez le choix de l'adresser, soit donc, en le mettant à disposition sur SharePoint, en le mettant à disposition dans un OneDrive, ou plus, on va dire, plus commun, de l'envoyer par mail, ou de générer un lien qui sera envoyé du coup à votre interlocuteur et sur lequel il pourra cliquer pour se rendre sur le document. Est-ce que Henri, sur la sécurité, on en a un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur le partage de documents de manière sécurisée. Non, je pense tout à l'heure, je pense que le point qui est important sur le partage de documents, sur lequel il faut que vous soyez sensibilisés, c'est en fait avec les packs Office 365 qui vous donnent accès nativement à tout ce qui vient d'être décrit, il y a du stockage qui est associé. Alors tout à l'heure, je vais repréciser le chiffre, c'est 1 Tera de stockage par collaborateur dans ce pack Office 365. Alors c'est un stockage, le OneDrive, c'est un stockage personnel. Ça veut dire que l'utilisateur peut l'utiliser pour gérer sa propre organisation. Pour être sensibilisé
sur le fait que quand on déploie Office 365, il faut aussi avoir en tête qu'il y a les documents, ils appartiennent à l'organisation et pas qu'à l'utilisateur. Et donc, il faut pouvoir déployer aussi une approche de partage des documents qui est plus centrée sur l'organisation. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans le cadre de la démonstration de Teams. Sur la sécurité, on a cet avantage justement, plutôt que le mode d'hier qui était de faire transiter par une boîte mail finalement toutes ces pièces jointes pour partager des versions avec un client à l'intérieur même d'un cabinet, on s'envoyait toujours des versions et des versions par mail. Et là, l'idée, c'est qu'on est dans une dynamique de partage où finalement le document reste là où il est et c'est les gens qui viennent à lui. Et donc ça change quand même considérablement l'organisation parce qu'on n'est pas dans du transit d'email avec, je ne parle même pas de clé USB ou de ce genre de choses. On est bien dans un endroit sécurisé où les personnes peuvent accéder à ce document et dont l'accès peut également être enlevé. C'est-à-dire que si vous étiez amené à travailler avec quelqu'un extérieur à votre organisation sur un document, il y avait accès, il ne fait plus partie du dossier, du projet, de ce que vous voulez, vous lui enlevez cet accès de manière très efficace, alors que hier, finalement, cette pièce jointe, elle restait dans sa boîte mail. Voilà un petit peu les grandes dynamiques qu'on peut retrouver par rapport à ça. Question pratique, est-ce qu'au fur et à mesure des modifications, on peut sauvegarder le document à un stade donné dans notre système d'information, comment sécuriser les différentes versions au fur et à mesure? Donc la réponse est oui. La réponse est oui. On peut tout à fait extraire un document qui a été positionné dans cet espace collaboratif pour le mettre ailleurs et en garder quelque chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la philosophie de l'outil, en fait, le document que l'on voit, c'est sa version active. Mais derrière, si on rentre un peu dans l'arrière-boutique, on verra qu'il y a toutes les versions qui sont archivées et qu'on peut remonter en un clic de souris, on peut réactiver la version qui avait été modifiée hier par Patrice Martin à 17h32. On sait que là, moi, je suis Patrice Martin, j'avais travaillé, c'était ça la version qu'il me fallait. Tout ce qui a été raconté depuis, ça ne m'intéresse pas. Je peux, en tant qu'administrateur du dossier, revenir à cette version. Voilà, donc ça fait partie de la gestion des versions qui est intégrée directement dans ces outils-là. Serveur et le transporter ailleurs sous le format Apple, je ne sais rien, pas sur iOS, etc. Ou est-ce que c'est libre d'accès à partir du moment où on utilise n'importe quelle application? Alors, la réponse, c'est sécurisé, mais ce n'est pas crypté. D'accord? Donc l'accès est sécurisé en tant que tel, ça veut dire que les connexions à ces documents, elles sont dans ce qu'on appelle le HTTPS. Vous savez, il y a ce petit S qui est derrière, ça veut dire que l'ensemble des flux qui transitent entre vous et le système sont encryptés et ne sont pas visibles du reste du web. En revanche, est-ce que le document lui-même est encrypté? Non, le document lui-même n'est pas encrypté. Il y a des solutions d'encryption qui peuvent être ajoutées par-dessus, qui existent et qu'on peut déployer. Mais de base, dans Office 365, les documents n'ont pas vocation à être encryptés. Ça a plutôt été pensé justement pour permettre à un ensemble d'utilisateurs de venir voir ce document. Donc on n'est pas dans des logiques d'encryption. Absolument, oui, oui. Là, depuis quelques années, on voit bien qu'il y a eu une grande ouverture de la part de Microsoft sur l'ensemble des plateformes. Il y a quelque temps, l'ensemble des solutions n'aurait été compatible que pour PC et pas pour Mac, alors qu'Office 365 s'installe parfaitement bien sur un iPhone, sur un iPad, sur un Mac. Ça fonctionne parfaitement bien en synchronisation et tout ça dans le même écosystème. Donc il n'y a pas de version, comme on avait hier la version Word pour Mac, où quand on l'envoyait à son collaborateur sur PC, c'était parti comme ça, il n'y avait plus rien au bon endroit, etc. Ça, il y a vraiment eu un grand changement. Et l'autre point, c'est même au niveau des navigateurs Internet. Par exemple, il y a quelque temps, si on n'avait pas le navigateur fabriqué par Microsoft, on n'accédait pas à ci ou à ça. Aujourd'hui, de manière très claire, la communication de Microsoft dit que ces outils sont fonctionnels aussi bien sur Chrome, sur Mozilla, sur Edge maintenant. Voilà, donc on est vraiment dans une vision cross-platform. Oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand on parlait
de travailler partout enfin, depuis n'importe où et n'importe quand, c'est qu'avec Office 365, vous avez la possibilité d'installer, enfin de vous connecter sur 15 outils différents, 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 smartphones. On n'est pas tous à avoir 15 devices chacun, mais c'est très utile quand on veut retrouver ses documents sur le téléphone, et puis là encore sur sa tablette à la maison et sur son ordinateur PC ou Mac au cabinet. Le changement, juste pour compléter ce que tu viens de dire, et après il y avait une question là-bas, le changement dans la mentalité entre ce qui a été évoqué quand on achetait la boîte finalement sur étagère, le pack Office, on l'installait sur un ordinateur, et c'était pour un ordinateur donné. Ce qui a changé dans la philosophie, c'est que maintenant, ce n'est plus lié à un device, c'est plus lié à un ordinateur, c'est un abonnement qui est lié à une personne. D'accord ? Et cette personne, on sait qu'elle peut avoir plusieurs outils pour travailler. Et donc, pourquoi ce chiffre 5 ? C'est tout simplement pour aller au-delà du besoin. Parce que, comme tu viens de le dire, rares sont ceux qui ont opérationnellement 5 PC, 5 tablettes et 5 mobiles pour travailler. C'est quand même... Mais en gros, c'est que ça ne doit pas être un problème. Donc, avec la licence qu'on a, on peut installer Office sur chacun de ces devices sans limite. Ma question est, est-ce qu'il y a un filtrage d'accès des utilisateurs aux outils de partage de documents? Comment on peut garantir, par exemple, qu'un contrat du département corporate n'est pas accessible à un utilisateur, par exemple, du département social ou à un utilisateur de service de staff? Alors, ça, je pense que je vais apporter la réponse avec la démonstration de Teams, puisqu'encore une fois, Teams est une surcouche, on va dire un outil collaboratif qui vient par-dessus cette notion de stockage de documents, sachant que la notion de stockage de documents, elle est, on va dire, plus portée par un outil de Microsoft qui s'appelle SharePoint pour le partage collaboratif. Teams, c'est un outil qui vient par-dessus, qui a grandement facilité l'administration de cette gestion de droits utilisateurs, et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Oui ? Il écrase mon pacte? Alors, vous êtes dans le cas de figure où vous aviez un document qui existait déjà dans le cloud, oui. Et vous voulez... Non. Actuellement, mon système, enfin, j'ai acheté le pack Office. Pardon, vous avez le pack Office. J'ai entendu Office. Un pacte. Alors je viens sur le pacte Office et puis finalement, je décide de prendre l'abonnement 365. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il écrase? Il remplace, oui. Il remplace. Il remplace, tout à fait. Alors, un an après, je ne veux plus du 365. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut savoir que le mode de commercialisation de la part de Microsoft sous forme de boîte qu'on achète, ça va s'arrêter. D'accord? Donc, en fait, vous ne pouvez pas, c'est un mouvement qui est lancé par Microsoft, les boîtes qui ont été installées continueront à être fonctionnelles, mais à un moment donné, comme pour tout éditeur de logiciels, les versions se mettent plus à jour, et donc si on veut pouvoir continuer à avoir des versions à jour, il faut être dans cette dynamique. Et cette dynamique, c'est effectivement de passer sous mode d'abonnement, où en fait, l'abonnement que vous payez inclut toutes les versions futures. D'accord? Donc on n'est pas dans un système où on achète quelque chose et il faudra racheter plus tard, qui était généralement ce qui se passait hier quand on changeait d'ordinateur. Hein, on avait un ordinateur qui était comptablement, on l'amortissait sur 5 ans, donc on se disait, voilà, un ordinateur ça dure 5 ans et tous les 5 ans, je changerai de version d'Office. Là, on a changé, on va beaucoup plus vite dans les évolutions. Il y a un vrai besoin, ça a été évoqué tout à l'heure, on peut en reparler, du contrôle de la sécurité et de la gestion des menaces sur la cybersécurité, qui fait que les éditeurs comme Microsoft ont ce besoin de pouvoir pousser en permanence des mises à jour pour mieux lutter et ne pas être dépendant de quelqu'un qui aurait bien voulu faire l'installation de la mise à jour. Alors, si vous avez conservé votre précédente boîte avec sa clé d'activation, vous pourrez réinstaller l'ancien pack Office sur le nouveau, enfin sur votre organisation. Oui? Les documents, en fait, finalement, voilà, dans le cas de Madame, elle retourne sur son ancienne version. Quid des documents? Est-ce qu'ils sont restés intacts? Est-ce qu'on les a sous la forme Office 365? Ou est-ce que, parce que je sais que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y avait ce problème
de conservation, enfin de documents du moins qui changeaient, qui switchaient, il y avait d'une version à l'autre. Est-ce que quand elle va re-switcher sur son Office, sur son pack ancienne version, les documents qu'elle avait sous Office 365 seront encore lisibles et correctement lisibles, ou est-ce qu'elle va perdre Alors, si vous voulez, dans ce mode de fonctionnement, le fonctionnement en boîte, je vais l'appeler comme ça, d'hier, comme je l'ai déjà dit, il ne va pas durer dans le temps. Donc, si vous faites cette installation, vous faites un essai en mode abonnement et que quelques mois après, vous revenez sur la boîte, il n'y aura pas de problème. Si on parle de quelque chose dans quelques années, il y aura certainement des problèmes. Il est très probable que la version Windows que vous allez avoir à ce moment-là sera peut-être plus compatible avec le pack Office que vous aviez en boîte. Ça, c'est très probable. Il y a naturellement des mises à jour et des versions qui ne sont pas maintenues éternellement par rapport à ça. Maintenant, l'avantage justement de ce mode abonnement, c'est que ce versionning se fait de manière automatique et qu'il y a une compatibilité des versions qui est assurée par ce mode sous forme d'abonnement. Par exemple, si vous avez sur votre OneDrive, vous avez 800 gigas sur un Tera, et vous les avez tout déposés. Elle arrête son Office 365. L'abonnement OneDrive se termine aussi. Oui. Il faudra qu'elle récupère ces documents. Voilà, c'est une autre partie de la question. C'est est-ce que votre question portait sur récupérer les documents en eux-mêmes qui ont été mis dans le cloud? Si c'est aussi ça la question, effectivement, ces documents vous appartiennent, bien évidemment. Vous pouvez les récupérer au travers du cloud. Vous allez sur une page web et vous les récupérez. Ce qui existe aussi comme façon de faire de la réversibilité, finalement, par rapport à un abonnement auquel on aurait souscrit, eh bien, vous avez la possibilité de synchroniser avec l'outil dont je parlais tout à l'heure de synchronisation offline, eh bien finalement, vous pouvez synchroniser sur votre ordinateur l'ensemble des documents qu'il y a dans votre espace que vous avez mis, et donc ils arrivent sur votre ordinateur, et ils ne sont plus, une fois la synchronisation terminée, ils ne seront plus dépendants de l'unique accès à l'abonnement OneDrive. C'est bon? Je vous propose qu'on continue. Donc, quand on continue au niveau de la collaboration, on a encore des fonctionnalités qui permettent, là encore, d'être plus efficaces. Sur Word, Excel, PowerPoint, vous allez retrouver un système de chat, de discussion instantanée, qui se situe en fait en bas de votre page. Et si, imaginons que plusieurs personnes travaillent sur le même document, on a un chat intégré qui vous permet de communiquer avec vos collaborateurs en direct. De la même manière, les outils de visioconférence sont utiles. Je ne vais pas revenir dessus, mais pour faire des réunions à distance, voir les personnes, ou ce que vous avez sur la droite, c'est partager votre écran. Imaginons que vous voulez présenter un document à votre client, et via l'interface Teams, vous organisez une réunion et vous lui partagez ce document et vous pouvez faire les corrections en même temps. De toute façon, on va voir ça après dans la démo. Ce que je voulais rajouter, ce que je veux rajouter, c'est que la souplesse de l'outil fait qu'on n'est pas obligé d'être tous sur Office 365. Vous pouvez l'utiliser, mais si votre client il n'a pas Office 365, le principe, c'est de créer un lien de réunion dans votre Outlook. Aujourd'hui, vous pouvez créer des réunions Skype, vous pourrez créer des réunions Teams demain. Et donc, ça donnera un lien à votre client qui, en cliquant dessus, se connecte sur la plateforme de Teams Online et assiste à la réunion que vous lui avez organisée. Pour terminer sur cette troisième partie, avant de passer à la démonstration, digitaliser sa relation client, c'est aussi donner des outils à votre client qui sont plus modernes et qui, du coup, vont pouvoir améliorer votre qualité de service. On le voit dans les différents échanges qu'on a avec les cabinets.
et d'ailleurs, on va dire de manière assez visuelle, même en tant que consommateur, aujourd'hui, c'est tout de suite. Le client, il vous sollicite à n'importe quelle heure. Il vous sollicite pour avoir une facture, une pièce, etc., enfin un document. Et alors, on parlait du droit à la déconnexion. Soit vous faites le choix de lui répondre, soit vous faites le choix aussi de créer une sorte d'avatar, que votre cabinet, en fait, il soit déporté sur des outils qui permettent de répondre à votre client, ou en tout cas à ses demandes, sans que vous soyez systématiquement derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone. Donc, un espace de partage sécurisé, c'est un espace que vous allez pouvoir allouer à votre client, où vous allez pouvoir indiquer ses droits. Est-ce qu'il a le droit simplement de lire? Est-ce qu'il a le droit de corriger? Est-ce qu'il a le droit de supprimer? Oui, pardon. Et ça va vous permettre de lui mettre à disposition tous les documents dont il peut avoir besoin sans être derrière et sans lui répondre à un mail. C'est-à-dire, voilà, connectez-vous ici, vous retrouverez tout. Et c'est plus facile parce que même quand vous en avez besoin le samedi à 23h, ça sera disponible. L'interface Booking, encore une fois, c'est un petit module qui est dans Office 365. Alors, il y a un peu de paramétrage en amont, mais elle peut être utile pour la prise de rendez-vous. C'est un petit module qui va se greffer à votre site internet, potentiellement à vos réseaux sociaux aussi, si vous souhaitez être contacté via votre LinkedIn, par exemple, qui va être un petit peu charté aux couleurs de votre cabinet et qui va vous permettre de faire une prise de rendez-vous en direct pour votre client. Alors, je vais peut-être essayer de basculer. Excusez-moi. Ah oui, non, je ne voulais pas basculer comme ça, je voulais basculer sur mon ordi. Voilà, pardon. Donc, très simplement, vous avez la possibilité de mettre un ou plusieurs services. Vous n'êtes pas obligé d'afficher vos prix, tout simplement. Si c'est un premier rendez-vous, vous définissez le type de rendez-vous. S'il y a un tarif associé, vous pouvez l'indiquer. Ensuite, vous avez la possibilité, du coup, de choisir des plages horaires et votre client va pouvoir dire « Ah ben voilà, moi ça m'arrange de prendre rendez-vous ». Et là, potentiellement, si vous avez donc plusieurs personnes, le temps que ça charge, vous pourriez même choisir quel avocat peut prendre en charge ce dossier, par exemple. Voilà, après, c'est très rapide, hein, il indique ses coordonnées et il réserve. Et vous recevez une notification dans votre agenda, comme quoi le client a bien pris son rendez-vous. C'est une sorte de Doctolib pour les avocats, si je peux dire. Encore une fois, je pense que la volonté de cette présentation, avant de rentrer dans la démonstration Teams, c'est de vous faire comprendre qu'au sein des packs dont vous avez le contenu sur les plaquettes, il y a tout ça inclus dedans. Donc, c'est vraiment vous faire comprendre qu'au-delà du simple usage du pack Office que vous aviez hier, dans ce mode par abonnement, il y a beaucoup de services additionnels qui arrivent et qui se rajoutent. Oui, monsieur. Oui, justement, je me demandais si on pouvait souscrire à des outils à la carte ou si c'était, par exemple, Teams. Aujourd'hui, nous, on a Office 2016, mais en licence sur les postes. Est-ce qu'on peut souscrire à un abonnement Teams, que Teams, ou que Bookings, par exemple? Ou est-ce qu'il faut tout basculer sur Office 365 pour les utiliser? Alors, en fait, si vous regardez la plaquette, si jamais vous l'avez récupérée, la première offre s'appelle Business Essentiel. Et certes, elle inclut le pack Office, mais qui est en fait un pack Office online. Et donc, ce n'est pas le pack Office installé sur les PC. Mais c'est juste la possibilité de pouvoir modifier en ligne un document qui serait dans Teams. Et donc, de fait, inclus dans le pack essentiel, qui est à 7,90, vous avez un certain nombre de services qui viennent avec, dont Teams, dont Bookings ou ce genre de choses. Voilà. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilité d'acheter le Teams tout seul. C'est le minimum, le pack Business Essentiel. Je vois Eric, qui est juste à côté de vous, qui me fait des grands signes de tête. C'est un service cloud, en fait, qui sont des factures
C'est ça. Oui. Il y a une question. Oui, moi, c'est sur la plaquette. En fait, la version à 1990, elle inclut un office sur ordinateur et pas online, parce que c'est pas précisé. Alors, très bonne question. Ça n'est pas précisé, mais effectivement, le premier pack, c'est uniquement avec un Office online. Les deux suivants, c'est un Office online et installable. D'accord ? Il y a le petit lien en bas. Voilà. Et après, pour expliquer la différence, en fait, le premier pack, c'est 100% online. Le deuxième pack, c'est online, c'est tout ce qui est décrit, plus le droit d'installer sur 5 PC, 5 tablettes, 5 mobiles. Et le troisième pack, c'est tout ce que je viens de vous dire, la partie online, les services qui vont avec, installable sur 5 PC, 5 tablettes, 5 mobiles, plus un service de sécurité qui s'appelle Intune, qui me permet de mettre l'ordinateur un peu dans un mode de sécurité et de management de son device de manière plus poussée que ce que vous feriez en consommation classique de l'informatique. Monsieur. Oui, pour les réunions en visioconférence, vous nous citez depuis ce matin à nombreuses reprises Teams, oui, qui est compris dans Office 365. Oui. Combien de personnes peuvent participer, d'une part, et deuxièmement, est-ce que des personnes qui n'ont pas Office 365 peuvent y accéder? Alors, Grégoire, puisque tu as lu, je n'ai pas le nombre de personnes en tête. Alors, c'est 250 personnes, je crois, le chiffre maximum. Nous, on recommande 50 personnes par rapport généralement au réseau que vous avez. Et sur la partie, est-ce que des utilisateurs qui n'ont pas Office 365 peuvent y accéder? La réponse est oui, puisqu'il y a un mode invité que je vais vous montrer dans la démonstration qui permet de créer justement cette relation avec les personnes à l'extérieur de votre organisation et à qui vous pouvez faire partager ces fonctionnalités. Au niveau de la régie, si vous voulez bien basculer sur le deuxième écran. Je crois qu'on n'avait juste pas évoqué Planner la dernière, mais on va le montrer dans la démo. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous voici sur Teams. Nous voici sur Teams. Teams, c'est un outil qui est d'abord disponible online, donc on peut aller le chercher au travers d'un navigateur Internet avec ses fonctions. Là, pour la petite histoire, je suis connecté en tant qu'Henri Bouchet, qui est un client du cabinet Diapaz et Associés. Donc, vous voyez, je n'ai accès finalement qu'à mon dossier Dupont. Et je suis rattaché à cette structure. En tant qu'Henri Bouchet, je peux également décider de basculer dans le monde de Xelia. Et vous voyez, Xelia, nous sommes un énorme utilisateur de Teams. Et donc, on va retrouver ici tout le fonctionnement de notre organisation, du comité de direction, les comités de sécurité, etc. C'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui chez Xelia. Si je rebascule ici en mode invité, donc vous voyez que là, alors certes, ça fait un peu contre-intuitif par rapport à la réponse que je viens de vous faire, puisque j'ai moi-même une licence Teams, mais le mode invité, je vous confirme, vous permet d'avoir accès à l'outil indépendamment d'un accès Office 365. Alors, le logiciel Teams, il peut également s'installer. Donc là, je l'ai montré en version web, mais il dispose de sa version installable sur l'ordinateur. Il ressemble à ça. Il est donc dans ma barre de menu en bas. Et il existe également, bien entendu, en version mobile. Donc, vous le retrouvez sur les stores, que ce soit Apple ou Android, et vous pouvez récupérer cette version. D'ailleurs, quand j'ai parlé des paramétrages liés au droit à la déconnexion tout à l'heure, c'est bien dans les mobiles qu'on va retrouver ce paramétrage-là pour éviter les push notifications qu'on pourrait avoir à des horaires où on ne souhaiterait pas être notifié forcément par notre organisation. Alors Teams, finalement, c'est cet outil qui incarne pour nous le mieux la Modern Workplace qu'on a pu voir dans les différents ateliers ce matin. C'est l'efficacité, c'est la collaboration, c'est la sécurité, c'est tout ça ensemble. C'est aussi trois étages finalement d'une fusée avec le travail collaboratif, l'organisation des réunions et également la téléphonie. Alors, la téléphonie, on a pas mal parlé de Skype Entreprise. Il y a un mouvement globalement de la part de Microsoft de remplacer Skype Entreprise par Teams. Et donc, Teams devient, et déjà d'ailleurs, la solution de téléphonie d'entreprise complètement intégrée avec cet outil collaboratif qui me permet, en plus de l'organisation dont on vient de parler, de visioconférences ou de choses qui sont, on va dire, plus classiques en termes de travail collaboratif, d'être
C'est un peu comme les montres connectées. Ce qui est bien, c'est quand elles donnent l'heure aussi. Ben là, c'est un peu le même principe. C'est des outils très puissants, mais qui permettent également d'être de simples outils de téléphonie d'entreprise, c'est-à-dire pouvoir réceptionner et émettre des appels avec des numéros géographiques. Voilà. Alors, je vais me concentrer là dans la démonstration sur les deux premiers étages de la fusée, la partie collaboration et la partie réunion. D'abord, présentation de l'outil. Donc, à gauche, vous avez un menu avec le pilotage des activités. Alors, les activités, ça va être toutes les sollicitations qui me sont arrivées dans la journée. Je vais en avoir de toutes sortes. Vous avez ce fameux concept qui est le arrobas. Donc, le arrobas, ça me permet d'aller interpeller quelqu'un. Là, je suis dans une équipe qui s'appelle cabinet. Tu es allumé ou tu es éteint, ton micro? Si tu... Oui, parce que j'entends de l'écho. Cet outil permet tout simplement d'interpeller quelqu'un. Et donc là, dans mon organisation, alors on a échangé un petit peu nos rôles. Dans ma démonstration, je suis Isabelle Martin et Anaïs et Thomas Dupuis. Donc là, je vais pouvoir interpeller Thomas en lui disant bonjour. Voilà. Et donc là, je vais me retrouver dans ce fil. Je vais pouvoir l'interpeller et lui-même sur son outil va avoir une notification avec un arrobas et il va savoir qu'à tel endroit, il a été notifié, il a été interpellé. Alors pourquoi je parle de cette notion de notification? Parce que pour moi, c'est fondamental dans l'organisation en mode collaboratif. Quand on regarde un petit peu l'organisation des équipes, là, c'est assez simple sur cet outil, il y a 4 équipes. Donc il y a la gestion du cabinet au sens large, on peut imaginer que tout le monde aurait accès à cette équipe cabinet Diapaz et associés, on peut y communiquer de l'information, comment on fait ses notes de frais, les dernières photos de vacances de Paul, etc., etc. On peut imaginer cette dimension-là. Et puis on va avoir des dossiers qui vont être beaucoup plus précis. Là, on va être sur un dossier pour une affaire donnée, et donc là, tout le monde n'a pas vocation à y accéder. Et c'était votre question tout à l'heure, si je veux pouvoir manager les membres, eh ben, je vais pouvoir ici gérer l'équipe, et dans les paramétrages de l'équipe, je vais voir qui sont les gens. J'ai un propriétaire de ce dossier, donc je suis le seul habilité à gérer les droits de cette organisation. Si jamais il s'avère que Thomas, je souhaite lui donner les droits de propriétaire. Allô? Oui, qu'on soit plusieurs à pouvoir gérer ça. Et puis après, on a les invités. Les invités sont des rôles que l'on crée. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Oui. Sont des rôles que l'on crée, des personnes extérieures à l'organisation et qu'on peut inviter et qu'on peut ensuite tout simplement enlever de cette zone pour ne plus qu'ils y accèdent. Au niveau de la gestion des équipes, la création d'une équipe est assez simple. En fait, on appuie sur un bouton comme ça, on va créer une équipe, on lui donne un nom, là je vais l'appeler test pour l'instant. On peut décider de la rendre soit privée, soit publique, au sein de votre organisation toujours. Hein. Privée, ça veut dire que seuls les propriétaires de l'équipe peuvent décider d'y ajouter des membres. Et puis on va avoir des sujets plus ouverts, moins risqués, permettre de créer cette équipe en mode public et alors tous les utilisateurs qui le souhaitent peuvent venir décider de s'inscrire à quelque chose sur le CE, sur le CSE maintenant, quelque chose sur des partages culturels entre collaborateurs ou ce genre de choses. Alors là, on vient de voir une notification puisque on voit qu'il y a cette fonctionnalité-là qui me permet d'être informé que Thomas a répondu à quelque chose. Et donc là, je vois que par rapport à ma question, j'ai eu ma réponse directement dans le fil de conversation. On a cette notion d'activité. Cette notion d'activité donc me permet éventuellement de filtrer sur la notion de lu, non lu. Bon, ça c'est parce que quand on va avoir beaucoup de notifications, on veut pouvoir se concentrer sur celles qu'on n'a pas vues. Il y a les arrobas qui sont donc les mentions quand on a été interpellé par quelqu'un dans un canal. On a la notion de réponse parce que lorsqu'on a été à l'initiative d'une conversation, on peut être intéressé pour toute personne qui viendrait répondre. Et vous voyez qu'ici, j'étais dans une conversation, elle n'est pas venue écrire en dessous, elle a bien écrit répondre. Et donc, si moi ici, je lui réponds « OK, parfait », eh bien, on va bien être dans un fil de conversation qui fait qu'elle-même va être notifiée dès lors que j'ai répondu à sa question. On va également avoir des notions de suivi, c'est-à-dire que vous pouvez décider de mettre un certain nombre de canaux en mode suivi, c'est-à-dire que vous n'avez pas vocation à être interpellé, on n'a pas vocation à vous répondre. Par contre, le contenu de ce qui se passe dans ce canal m'intéresse beaucoup et j'aimerais le suivre. J'aimerais le suivre, comme ça je suis notifié dès qu'il s'y passe quelque chose. Il y a les notions de j'aime, donc là effectivement, si j'ai envie de signifier
chez Microsoft pour la présenter, qu'il soit, je mélange même les genres, qu'il soit sur la présentation chez Microsoft, je lui mets un like et qui fait que cette information va apparaître également sur son outil. Qu'oblige les appels manqués, c'est lié à la téléphonie, la messagerie vocale aussi. Donc ça veut dire que lorsque je déploie Teams dans sa complétude avec la partie collaborative, la partie réunion et la partie téléphonie, eh bien j'y retrouverai également mes appels manqués et mes messages vocaux directement à cet endroit-là. Ensuite, nous avons la notion de conversation. Alors nous avons les conversations qui peuvent être au sein d'un canal. Oui, il y a une question, oui. C'est ça? Excusez-moi de vous interrompre. Je oui. voulais juste savoir si les tags sont accessibles à tous ou ils sont uniquement visibles par les personnes qui sont à l'origine du tag et la personne taguée. Alors, il y a deux endroits en fait pour faire ça, donc c'est une très bonne transition avec le chapitre que j'ai amené maintenant. On a deux endroits où on peut communiquer au travers de Teams. On a la sphère, on va dire, publique, c'est-à-dire à l'intérieur du canal, et donc par définition, tout ce que vous écrivez à l'intérieur d'un canal est visible de tous les membres du canal. Et lorsque vous interpellez @ quelqu'un au sein d'un canal, bien évidemment, tous les membres du canal voient cette information. Si vous souhaitez avoir, en utilisant le même outil, une possibilité de chatter de manière plus privée avec une personne de l'organisation, vous allez justement utiliser cette notion de conversation dans lequel vous allez pouvoir créer une conversation. Donc là, de nouveau, je vais vouloir parler avec Thomas. Et là, je vais retrouver énorme intérêt aussi par rapport aux outils qui existaient, par exemple Skype Entreprise, ne permettait pas ça. Aujourd'hui, si certains d'entre vous ont déjà utilisé Skype Entreprise, c'est un outil de chat très pratique entre différentes personnes, mais finalement, quand on avait fermé sa conversation Skype, eh ben, on pouvait avoir décidé d'archiver cet historique de conversation dans son compte Exchange, mais sinon, on repartait toujours un petit peu à zéro. Là, l'idée, vous voyez, j'ai repris ma conversation, et donc la conversation que j'ai eue avec Thomas le 3 décembre, eh ben, on va pouvoir retrouver ce fil conversationnel, et si je remonte, je retrouve toutes les informations. D'accord? Si je fais ça à cet endroit-là, je suis bien dans un mode privé. Et donc là, je peux taguer quelqu'un également, mais ça ne sera visible que par les membres de cette conversation. Là, je viens montrer une conversation à une personne, mais je peux tout à fait décider d'y ajouter éventuellement une autre personne qui peut être également à l'extérieur de l'organisation et avoir une conversation à trois. Et pour autant, elle n'a pas vocation à faire partie du canal public pour que ça soit partagé par tous. D'accord ? Sur la gestion des équipes, on a vu le fonctionnement. Il y a, quand on commence à avoir beaucoup d'éléments, on peut décider de retirer certains éléments parce que finalement, ce n'est pas ceux sur lesquels on travaille. Et donc, on va avoir deux zones. On va avoir en haut la zone favori. En bas, il y a plus de choses. Et on va pouvoir décider de les enlever ou de les remettre ensuite dans les favoris. Au niveau des équipes, on va pouvoir retrouver des canaux. Donc là, de base, quand vous créez une équipe, il y a toujours automatiquement un canal général qui est créé, qui permet de commencer très rapidement les conversations. Si vous souhaitez, vous pouvez commencer à spécifier un petit peu votre organisation et ajouter des canaux. Voilà. Et donc là, je peux décider d'ajouter un canal. Et là, je pourrais imaginer, par exemple, communication interne. Et je viens mettre dans ce canal des choses qui seront accessibles à toute mon organisation et qui seront présentes ici. Là, je vais avoir son propre fil de conversation et je vais également avoir d'autres onglets derrière pour faire ce que je veux par rapport à ce canal. Dans l'onglet général, si je reviens ici, j'avais déjà exploité ça. Donc là, on retrouve le fil conversationnel. On retrouve également un espace. Donc là, on est vraiment dans cette vision dont on parlait tout à l'heure de partage de documents. D'accord ? Et on retrouve ici l'ensemble des documents qui auraient été mis à disposition et sur lesquels on peut travailler. On peut créer des répertoires, on peut les organiser. Lorsqu'on crée nouveau, on peut créer un nouveau dossier, un document Word, une feuille Excel, un PowerPoint, et on retrouve tous ces éléments directement ici. Oui ? Si vous avez ça avec un client, il faut qu'il télécharge l'application accès à cet espace s'il n'a pas Alors, on va se transposer tout de suite dans le monde du dossier DuPont & Co, parce que c'est en fait ça l'outil dans lequel on se transpose. Là, on imagine que moi, en tant que cabinet Diapaz et associés, j'ai un dossier DuPont & Co avec un client. J'ai donc créé ce dossier. Dans mes membres, j'ai mis des invités, et donc j'ai mon client qui est là en tant qu'invité. Il a reçu un lien, un email automatique avec un lien. Quand il clique sur ce lien, il arrive sur une page Teams Microsoft dans lequel on lui demande de créer son compte.
et il va créer son compte, il va simplement se paramétrer. Et dès lors, on lui indique que son compte invité va être attaché à l'organisation Diapaz et Associés. Donc, il donne son accord. Et à partir du moment-là, eh ben, il arrive exactement dans ce contexte-là. Voilà. Là, je suis comme un invité et je retrouve le flux conversationnel auquel on m'a donné accès. Donc, je peux être interpellé ici. Si je me retranspose et que je reviens ici dans Général, je peux moi-même interpeller mon client. Donc là, je vais mettre Henri, puisqu'il est membre du dossier. Avez-vous pu relire les conclusions? Voilà. Donc là, je pousse cette information. Et de l'autre côté, mon utilisateur, il se retrouve mentionné. Il a eu son petit pop-up et il le retrouve ici alors que je suis sur ma page web. D'accord? Il retrouve ces informations. Dans l'onglet Fichiers, potentiellement, il va pouvoir retrouver les éléments auxquels je lui ai donné accès. Et donc, si là-dedans, il souhaite, au niveau des pièces, par exemple, créer un nouveau document lui-même, eh ben, il peut créer son document Word avec, je ne sais pas moi, projet, pacte actionnaire, ou vous mettre plus simplement, là il peut créer un document, mais il pourrait aussi plus simplement, voilà, là ça y est, ça part, on est directement en production d'un document Word, donc en tant qu'invité, il le peut également, mais il peut éventuellement charger un document, donc là, aller chercher sur son ordinateur un document qu'il voudrait mettre à disposition. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, quand il a fait ça, vous êtes notifié du fait qu'il y a un nouveau fichier ou... Alors, on est notifié uniquement s'il nous informe, en nous indiquant un arrobas sur le fait qu'il est partagé. Et il pourrait faire ça, en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, il fait ça, voilà. Pardon. Et ici, il vient mettre son fichier, parcourir les canaux, il vient reprendre son document qu'il a mis ici dans Pièces. Voilà. Il le met ici. Voilà. Et là, vous le voyez. Il l'a déposé, mais là, il vous a notifié du fait qu'il l'avait déposé. Je ne crois pas, non. Non. Oui, bien sûr. Là, si je bascule dans le monde d'Isabelle Martin et que je vais, vous voyez, je retrouve directement. Si je vais dans l'onglet fichier et que je vais dans pièces, on retrouve bien le document. D'accord? Si je travaille des écritures directement dans Teams, est-ce que je peux travailler sur un document en gérant le fait que les autres personnes n'ont pas accès? Les autres personnes de dossier du coup. Alors, vous voulez pouvoir... Je n'ai pas finalisé mon document. Je réouvre un document Word dans ce système. Oui. Et je vais travailler dessus. Et voilà, c'est du travail personnel. Alors, écoutez, je vais m'arrêter de travailler, je vais le fermer, je vais le réouvrir. Je peux isoler ce document en attendant qu'il soit finalisé, enfin que j'estime qu'il soit finalisé et que je puisse le partager. Alors, vous pouvez tout à fait avoir dans une démarche, si vous voulez, il y a une zone un petit peu fichier où là, vous avez votre propre travail sur les documents que vous pouvez stocker ici et après ne les déposer dans l'onglet fichier qu'une fois vous les avoir finalisés. Il faut être conscient que l'onglet fichier sur lequel je suis, dès lors que je travaille ici, je donne forcément accès aux membres du canal. Voilà. Donc, si vous voulez le faire en amont, il faut le mettre soit dans la zone fichier, soit sur votre propre ordinateur et vous le pousserez plus tard. Mais ayez conscience que dès que vous le mettez à cet endroit-là, il est visible. Très bien. Oui? Est-ce que les échanges peuvent être sauvegardés? Les échanges, les flux conversations qu'on vient... Tout à fait, Ils oui. sont sauvegardés. D'accord. Sous quelle forme, du coup? Ça fait partie de l'outil Teams. C'est-à-dire que c'est... Alors, votre question, c'est est-ce que je peux l'extraire pour en faire quelque chose? Tout à fait. Si jamais il y a un souci avec un client et qu'il faut prouver qu'on lui a donné l'information à tel ou tel moment, ça arrive. J'imagine. Là, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas la réponse à votre question. D'accord. Et la deuxième question, c'est lorsqu'un client ajoute des documents dans l'espace, Oui. est-ce qu'on a un moyen de savoir à quelle date il a ajouté ce document?
Alors, en fait, derrière, là, on rentre un peu dans les arcanes de l'outil, mais derrière ces éléments-là, en fait, on peut toujours ouvrir dans SharePoint. Donc là, on rentre dans le monde un petit peu de SharePoint, dans lequel on va pouvoir retrouver plus d'informations sur, en fait, l'administration un petit peu de cet outil. Et on a, alors est-ce que je vais retrouver ça facilement? Là, voilà, l'historique des versions, par exemple, ici, on va retrouver, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans un peu l'arrière-boutique, qui a fait quoi quand. Non, mais je parlais plus d'ajouter des documents PDF et d'avoir une trace sur à quelle date le client a communiqué le document concrètement, ou inversement d'ailleurs. Alors c'est valable pour tout, hein, en fait, hein, puisque dès lors qu'on regarde cet endroit-là, certes, un document PDF ne va pas avoir de version puisque ce n'est pas le même document, mais c'est là où vous saurez qui l'a déposé et à quelle date. Alors, je continue, sauf s'il y a d'autres questions. Sinon, je continue sur la démarche. On a vu la gestion du menu à gauche. On a vu la gestion des équipes et des canaux. On a vu la notion des activités. On peut travailler en mode conversation. On a aussi des outils assez pratiques qui ont été inventés aussi par Microsoft dans la déclinaison de cet outil. Par exemple, dans communication interne, je pourrais avoir un @forms. Et là, je vais pouvoir, qui vient au séminaire? Non. Viens-tu au séminaire? Oui. Non. Et là, je pousse ça. Et là, il va convertir directement ce que je viens d'écrire en un sondage, qui fait que l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir arriver directement à cet endroit-là et vont pouvoir mettre oui. Et donc, on va voir évoluer dans l'outil le nombre de oui et le nombre de non, directement. D'accord? Donc ça fait partie des petits avantages qui existent également nativement dans les outils. Si on va un peu plus loin, on a aussi ces notions d'onglets, où là, en fait, par exemple, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déployé ce genre de solution, mais Microsoft propose pour l'analyse des données, alors là on va aller piocher des données dans des logiciels de gestion, par exemple Diapaz, et on va avoir la possibilité de mettre des outils de business intelligence qui s'appellent Power BI. Et donc là, j'ai créé mon contexte Power BI à côté, mais je peux l'intégrer directement dans mon Teams et avoir les indicateurs clés de performance de mon organisation directement visibles dans mes outils. Donc là, ce sont des outils, ce sont des exemples de choses que j'ai pu faire pour Diapaz avec l'âge des encours à facturer, l'encours à facturer par client et les grandes forces de Power BI. Finalement, c'est l'interconnectivité avec l'ensemble de ces outils, ce qui fait que si ça m'intéresse de savoir finalement, mais tiens, mais c'est quoi ce grand pic que j'ai de 40 000 € sur janvier 2017, il me suffit de cliquer sur cette barre et automatiquement, je sais que c'est tel dossier qui est concerné en grande majorité et que c'est là que j'ai mon encours. D'accord? Et inversement, si je raisonne dans l'autre sens et que j'ai envie de voir que ce dossier-là, comment se répartit son encours, eh ben, je vois un petit peu comment il est réparti. Je vois que ça concerne essentiellement Sylvie et que c'est dans notre domaine private equity que se situe cette chose. Voilà. Donc ça, c'est une illustration d'outils qui s'appelle Power BI, qui n'ont pas de rapport direct avec Teams, mais c'est pour vous faire comprendre que quand on navigue dans cet écosystème, on peut aussi publier dans un canal tout un tas d'informations qui viennent d'ailleurs pour créer au sein de Teams une richesse d'informations. Là, j'ai ouvert sur le même principe, j'y ai ouvert le logiciel Diapaz, ce qui me permet d'y accéder directement et de retrouver mes contacts. Pareil, si je me mets dans la gestion du dossier, je vais pouvoir ici retrouver mon dossier, mais également le lien direct dans mon logiciel Diapaz sur cette approche avec mes encours, mon dû et mon boni directement dessus. Voilà un petit peu les fonctionnalités. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Bien sûr, la collaboration. Donc là, on va quand même aller travailler sur ce document. Voilà, Anaïs, est-ce que tu peux te rendre également, peut-être avec ton PC? Ce sera plus facile. Sur ce même document. Donc, je peux le modifier directement en ligne. Donc, ça, c'est une façon de travailler, mais j'ai également la possibilité de l'éditer directement dans Word.
ce qui est probablement votre usage le plus courant. Ce n'est pas forcément envie de travailler que dans Word Online. On peut tout à fait... alors... pourquoi... Alors ça, il ne vous le demande pas à chaque fois, mais je n'avais pas ouvert... Donc là, c'est la première fois que j'utilise le compte Isabelle Martin sur cet ordinateur, donc il vérifie qu'il est bien conforme. Pourquoi il me fait ça? C'est l'effet démo, voilà. Ah, parce que je l'avais ouvert. Attendez. Je vais le rouvrir, excusez-moi. Hop. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, pas beaucoup. Dites-moi. Alors, j'ai parlé des appareils quand je parlais de Intune dans la troisième offre. Et là, en installant un client Intune sur l'ensemble des machines qu'on veut pouvoir superviser, dans ces cas-là, on a bien la supervision de l'ensemble des appareils, y compris éventuellement des mobiles. Son utilisation. Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas que ça fasse le contrôle parental. Hein. C'est une bonne idée, mais je ne crois pas. Non, non, ce n'est pas dans ce genre d'usage-là. En revanche, si votre tablette était dérobée et que vous vouliez pouvoir en couper l'accès, oui. Voilà, mais c'est pas tout. J'imagine que vous ne prenez pas vos enfants pour des voleurs et que c'était juste une utilisation temporaire. Là, voilà, donc on se retrouve dans le document. Et dans ce document, donc on voit que moi, je suis positionné ici. Et en rouge, c'est probablement toi qui es en train d'écrire. Donc voilà, on voit... voilà, comment on... Voilà, donc on a vraiment cette notion de partage, d'être tous sur la même version, de l'avoir. Vous voyez, en haut, vous avez ces notions d'enregistrement automatique. Voilà, j'ai rien eu à faire, c'est déjà enregistré en permanence. Il y a un enregistrement en permanence sur la plateforme, plateforme cloud, ce qui fait que, eh bien, vous voyez, on voit la saisie en temps réel par quelqu'un d'autre dans notre organisation. Dernier élément, avant de vous laisser aller déjeuner, un point qui me semble aussi important, c'est la partie organisation de réunion. Donc on peut, grâce à l'outil Teams, également planifier une réunion. Donc là, je vais mettre réunion revue des conclusions. Voilà. Je peux inviter du coup directement Thomas. Là, il va me proposer un petit assistant de planification pour trouver un créneau où nous serions disponibles. Je vais la déclencher directement maintenant. Je fais planifier. Donc là, la réunion, elle est là. Et donc, on va pouvoir rejoindre la réunion. Et on peut, du coup, être directement en mode visio. Alors, je vais peut-être couper le micro pour éviter les larcènes. Joindre maintenant. Voilà. Il y a également des fonctions qui existent de plus en plus maintenant, qui est dans le cadre du télétravail. Alors, on a tous vu cette image du journaliste à la télé avec ses enfants qui débarquent derrière et sa femme qui vient les récupérer. Il y a cette fonction maintenant qui s'appelle flouter l'arrière-plan, qui me permet d'être dans un environnement et de travailler sans forcément que ce soit un web café, que ce soit mon domicile, que mon arrière-plan soit visible alors que je me mets dans un mode de participation à des réunions de ce genre. Donc on a ces fonctionnalités-là. Et on a également... tu as rejoint la réunion? Pas encore. Tu es invité à la réunion. Je te force à nous rejoindre. C'est bon?
Sur ton mobile, oui. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir en tête que tous ces outils peuvent être très collaboratifs. On peut, moi-même, j'ai un usage de cet outil Teams qui me permet tout à fait d'envisager de démarrer une réunion. Voilà, donc là, on retrouve cet effet en mobilité. Ça peut être utile dans les cas de domaine d'expertise. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses, mais avoir quelqu'un qui se déplace sur place pour faire une analyse d'une situation et pouvoir la partager en vidéo grâce à son mobile, ça, nous, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment chez nous et qui sont bien pratiques. L'ensemble de cette réunion, elle peut également être enregistrée. Donc là, on peut démarrer l'enregistrement de cette réunion et donc tout ce qu'on va dire à partir de maintenant va être enregistré dedans et on peut même enclencher un partage d'écran, ce qui fait que là, je peux décider de diffuser cet écran-là et là, on est en mode, ça y est, on est en mode revue de la réunion, de partager ce courrier, tout ce qu'on va se dire, la voix qu'on va prononcer, tout ce qu'on aura fait à l'écran, tout ça va se retrouver enregistré et je vais pouvoir le reconsulter ultérieurement dans mon canal pour venir reconsulter ça. Et dans les innovations qui ont été évoquées également, qui sont en train d'arriver pour la France, qui existent déjà sur la langue anglaise, eh bien, il y a une retranscription de l'ensemble du contenu audio de cette réunion qui est retranscrit en texte avec un minutage précis de la réunion. Ce qui veut dire que si vous savez que dans cette réunion à laquelle vous n'avez pas pu assister, ce qui a été évoqué comme cas d'usage par Olivier, vous savez qu'à l'ordre du jour a été évoqué le dossier Dupont, vous savez qu'il était prévu d'en parler, et bien finalement, vous allez taper dans un champ recherche Dupont, et il va pouvoir vous dire à quel moment de la réunion précisément le chapitre Dupont a été abordé. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça existe en langue anglaise, ça existe en langue espagnole, s'ils sont en train de mettre en œuvre le français. Donc c'est des choses qui vont arriver dans les mois qui viennent. Voilà pour terminer un petit peu tout ça. Si je veux procéder à l'arrêt de cet enregistrement, j'appuie sur le bouton et je peux raccrocher. Voilà, donc là, cette réunion, elle a été enregistrée. On voit que l'enregistrement est arrêté. Il va y avoir une sauvegarde de l'enregistrement et le temps que je réponde à vos dernières questions, eh bien, l'enregistrement aura été créé. Oui, monsieur. Sur l'outil de Team, créer une data room virtuelle. Pour moi, l'onglet fichier est une data room. Donc, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans ce contexte-là. Oui, madame. Sur le canal. Tout à l'heure, une personne évoquait le fait qu'on puisse travailler des conclusions hors ligne, enfin hors canal, on va dire. Est-ce que ce qu'on a travaillé ou ce qu'on a écrit sur le canal, les conclusions et autres, les fichiers, ça se synchronise automatiquement avec le véritable dossier Dupont qui est sur notre ordinateur, ou est-ce qu'on peut l'extraire et l'enregistrer Alors en fait, quand j'étais dans ce contexte-là tout à l'heure, vous voyez, alors ça va peut-être pas bien marcher chez moi, mais quand je suis dans SharePoint, j'ai une possibilité d'appuyer sur le bouton synchronisation. D'accord ? Si je le fais, alors ça va être délicat pour mon PC, je ne vais pas le faire, mais si je vous montre ce que moi j'utilise, du coup aujourd'hui, sur mon serveur de fichiers, j'ai un répertoire dans lequel tout ça, ce sont des projets qui sont synchronisés, qui sont liés à Teams, à mon compte, et que je retrouve directement ici. D'accord ? Donc là, tous les documents qui sont là-dedans sont synchronisés. Et là, je les retrouve et je peux les partager avec mes statuts. Lui est synchronisé. Eux sont pour l'instant, quand il y a le petit nuage, ça veut dire que ce n'est en fait, le document, il est que dans le cloud. Quand il est en vert, ça veut dire qu'il a bien été rapatrié sur mon ordinateur. Donc, si votre question de tout à l'heure, c'est j'ai travaillé sur un document qui est sur mon PC, ça y est, il est finalisé dans le cas de monsieur, j'ai envie de le partager avec tous, il me suffit de le mettre à cet endroit-là, et automatiquement, l'outil s'occupera de le synchroniser et de le mettre dans l'onglet fichier partagé avec tout le monde. D'accord. Et l'inverse, c'est pareil, absolument. Qui finalise, entre guillemets, enfin qui vérifie les conclusions, qui fait 3-4 corrections qu'on a regardées, tout va très bien, on veut le rapatrier sur notre fichier client de l'ordi, c'est possible. C'est possible, absolument. Oui, monsieur. Par exemple, pour pouvoir, si on a Japas par exemple, le mythe, et qu'on veut inviter une autre personne, est-ce que cette personne doit avoir un appareil spécifique
Non. Ok. Et n'est pas obligé non plus d'être sur Diapaz. Non. Ok, d'accord. Et troisième question, si on a par exemple Microsoft 365 familles, oui. Est-ce qu'on peut la migrer directement en 365 business avec C'est deux abonnements complètement dissociés. D'accord. Donc, il ne faut pas trop chercher il y a un usage qui est très familial et là, on est dans un usage professionnel. Une des premières choses qui doit se mettre en œuvre, si vous voulez, c'est que pour créer l'environnement professionnel du compte Office 365, il va me falloir un nom de domaine. On ne vous a pas demandé ça quand vous avez créé votre compte Office 365 familial. Là, il y a un nom de domaine qui va être le nom de domaine, hein, c'est ce qui est derrière le arrobas dans votre adresse email. Et c'est ça qui va permettre de structurer votre organisation professionnelle. Les utilisateurs, demain, peut-être que vous êtes tout seul aujourd'hui, peut-être que demain vous travaillerez avec quelqu'un d'autre, vous allez créer un autre utilisateur dans votre même organisation avec ce nom de domaine. Et donc, en termes d'usage, c'est complètement, il n'y a pas de migration. Parce que déjà, en termes d'usage sur le compte, sur votre ordinateur, c'est un pack Office qui a été installé avec votre abonnement Office 365 familial. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est à part. Et sur le pack Office, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous aviez, avec votre pack Office familial, installé la dernière version, quand vous allez créer votre compte Office 365 professionnel, eh ben, il va détecter qu'il y a déjà la dernière bonne version. Éventuellement, il va la mettre à jour avec les fonctionnalités nouvelles qui ont été introduites depuis, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Mais toutefois, avec mon Office 365, j'ai un mail, j'ai Outlook par exemple. Oui, eh bien, Outlook, c'est dans un domaine du privé. Les @outlook.com, c'est le domaine du privé. Là, dans le monde du professionnel, c'est sur un nom de domaine qui sera celui de votre organisation. Oui ? Tous ces documents-là, pour savoir, qu'ils soient stockés sur le cloud, c'est ça ? C'est ce qui vous est proposé. Voilà, il n'y a pas de pour que ça marche, au sens où vous pouvez très bien avoir Teams et ne pas utiliser cette partie-là. Si vous voulez bénéficier de l'avantage collaboratif Teams, l'ensemble des données, c'est dans le cloud de Microsoft. D'accord ? C'est entièrement sécurisé. Ça a été évoqué également dans la table ronde tout à l'heure, mais il y a un énorme investissement au niveau de la sécurité de la part de Microsoft. Nous, on rajoute à cela, si vous voulez, l'accompagnement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément facile de mettre en œuvre tout ce que je viens de vous présenter, créer son nom de domaine, les tenants, les ceci, les cela. Ça nécessite un petit peu d'accompagnement, et donc c'est le métier de Diapaz de venir vous accompagner à déployer ces solutions. Oui. Excusez-moi, bonjour, je rebondis sur le nom de domaine que vous venez d'évoquer. Oui. Dans mon cabinet, on est connecté, enfin on a une adresse mail, donc le après arrobase, qui dépend d'un serveur mail qui est, selon moi, pas du tout opérationnel et qui fonctionne pas très bien, mais c'est un point de vue personnel. Oui. Est-ce que c'est compatible, si on veut ensuite prendre tout l'abonnement Office 365, d'utiliser ce même nom de domaine, alors même qu'il existe sur un autre généralement, en fait, ce qui va vous être proposé, alors vous pouvez décider de l'activer ou de ne pas l'activer, mais dans ce que vous allez payer sous forme de service, si vous regardez la plaquette, il y a Exchange. Et Exchange, c'est la partie messagerie. Oui, j'entends bien, mais nous, on veut pas, enfin, le cabinet ne déportera sans doute pas le nom de domaine de la plateforme mail. On utilise One and One, voilà, pour être très clair. Et moi, je préférerais largement utiliser Outlook, mais Microsoft. Mais vous, à titre personnel ou vous à titre... Non, moi, à titre professionnel. Alors que l'organisation à laquelle vous appartenez ne souhaite pas changer. Et oui, certains ne veulent pas changer, mais moi, je voudrais changer. C'est très compliqué, je sais. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la partie messagerie, c'est du tout ou rien. D'accord. Pour un même nom de domaine, on ne peut pas avoir des mails qui arrivent à droite et des mails qui arrivent à gauche. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. En revanche, quand on prend un pack Office 365, on n'est pas obligé de déployer forcément la partie messagerie. Entendu. Donc, on peut bénéficier de tout ce que je viens de vous expliquer sans avoir la fonction messagerie. Ce qui est dommage, c'est que vous la payez, mais vous ne vous en servez pas. Voilà. Mais pour pouvoir envisager une bascule de la partie messagerie sur Office 365, ça nécessite forcément d'emmener l'ensemble de l'organisation. Merci. Oui, madame. Oui. Mais j'ai oublié le chiffre. Je ne sais pas si... 250, c'était pour la conférence. En nombre d'invités, je ne l'ai pas de tête. Je pourrais vous le retrouver tout à l'heure si vous me laissez accéder à mon mobile. J'ai été piégé, il me fait comme ça parce que j'ai été piégé. Oui, monsieur. J'ai une question par rapport à la gestion des versions. Oui. Si je travaille en local sur
Oui? Oui? Bah, en fait, si vous voulez, au moment de la synchronisation, l'outil OneDrive, hein, c'est lui qui fait ce travail, hein, c'est son métier. Il va regarder ce qui existe en ligne, il va regarder ce que vous aviez mis en hors connexion, mais sur un même endroit en fait, donc vous remettez en mode synchronisation, et donc il va analyser les différences, et s'il voit qu'on est uniquement sur de l'ajout, il va fusionner. En général, il vous propose, hein, il vous indique à travers une fenêtre, voilà les modifications que j'ai constatées, voici ce que vous voulez valider ou pas, l'ajout ou la fusion, et des choses contradictoires, il vous alerte également. Mais de base, si vous l'avez pas, si sur votre zone non synchronisée, vous avez gardé absolument le même nom de document, son opération va être de chercher à faire la fusion. Si vous lui donnez un autre nom, il le synchronisera en ajoutant une nouvelle version dans un même répertoire. Et ça, c'est à condition d'avoir changé le nom du document. Si vous avez gardé le même document, il va chercher à faire la fusion. OK? Encore une fois, le système de versionning, si c'est ce que vous souhaitez, il est fait de manière automatique. D'accord? Donc, dès lors que vous faites la synchronisation, il va ajouter une nouvelle version à un seul et même document. Et dans l'historique des versions que je vous ai montré tout à l'heure, on pourra retrouver qu'avant vous, il y avait Isabelle qui avait écrit, etc., etc. Voilà. Ça, c'est si on veut bien utiliser un seul et même document portant l'ensemble d'historique des versions. Si vous étiez dans un autre mode en disant « Non, non, mais moi, la V2, vous êtes sympa, les amis, mais moi, je veux que ça soit figé, parce que voilà, celle-là, elle est figée, j'en fais une version à part pour éviter qu'elle subisse les variations des autres. » Voilà. Ça, on sait très bien que les cas existent aussi comme ça. Oui, monsieur. À vous. C'est-à-dire que si jamais je joue en match, j'ai envie de changer des diabases, quitter Microsoft, je récupère tout ce qui est stocké sur le cloud de Microsoft. Exactement. Deux options à cela, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la partie stockage de documents. Sur le stockage de documents, vous pouvez soit aller sur la page web que j'avais montrée tout à l'heure et venir récupérer les informations, mais ça peut être un peu long. Donc, généralement, la bonne réversibilité à envisager dans ces cas-là, c'est d'enclencher la synchronisation via OneDrive, ce qui fait que sur votre PC, l'ensemble des documents vont descendre sur votre PC. Vous les aurez donc ici. Vous pourrez les mettre où vous voulez, puisqu'ils vous appartiennent et ils sont sur votre ordinateur. Pareil pour la gestion des mails. Alors là, c'est un tout petit peu technique, mais vous savez peut-être que derrière un compte Exchange ou ce qu'on y met à l'intérieur d'une boîte Outlook, il y a ce qu'on appelle un format de fichier qui s'appelle le PST, qui permet d'archiver finalement, de conserver le contenu de sa boîte pour l'amener éventuellement ailleurs. Ben ça s'appelle un PST et c'est également quelque chose que vous pouvez récupérer via Outlook. Alors, je ne suis pas capable de répondre à l'exhaustivité du monde entier. J'imagine que certains pays ont une logique particulière sur les droits d'accès, mais globalement, oui, ça fonctionne partout. Tout ce qu'on peut rencontrer, moi, je ne connais pas de filtrage particulier. Même la Chine, j'ai eu l'occasion d'être en échange via Teams avec quelqu'un en Chine. Mais sinon, il n'y a pas de contrainte particulière, ça reste des solutions web classiques qui ne nécessitent pas des installations particulières. Voilà. Monsieur? Mon cabinet en France a étudié un amendement pour Skype for Business. Oui. Pour la partie téléphonie, conférence, messagerie instantanée. Oui. Est-ce que c'est sûr que le logiciel va disparaître et être intégré? Non, non, je dirais 1, c'est sûr, et 2, c'est déjà fait. Je pense, oui, que ça me semble beaucoup plus sage de réfléchir comme ça. C'est toujours délicat d'investir sur un produit. Si vous l'aviez déjà, je vous dirais, ben, il va être maintenu un certain temps et donc ne précipitez pas les changements forcément. Mais là, dans le cadre d'une réflexion sur un investissement, autant partir sur le produit sur lequel Microsoft investit. Nous, en tant que partenaire, pour vous dire, on a déployé Skype Entreprise sur notre propre plateforme et on fournit à nos clients Skype Entreprise sur nos propres plateformes. Dans ce qui est en train de préparer Microsoft, nous avons ce nouvel outil Teams
Et donc, nous, le Skype Entreprise d'hier, il était synchronisé avec Diapaz. D'accord? En tant que logiciel de gestion, on y faisait dedans la traçabilité des appels, la remontée de fiches, etc. Donc tout ça a été tracé dans le dossier. Là, nous sommes en train de faire les développements pour faire la même chose avec Teams. Voilà. Donc c'est en cours. Microsoft nous fournit les API au fur et à mesure pour qu'on puisse intégrer ça et continuer à faire ce qu'on savait faire avec Skype Entreprise avec les produits Teams. Oui? Qui peut avoir accès aux informations données stockées sur son cloud? En d'autres cas, je m'explique. Est-ce qu'une autorité quelconque de contrôle peut demander de consulter ce qu'il y a sur des fichiers, ou vous avez le droit de refuser, ou vous ne pouvez pas refuser? Alors, très clairement, ce sujet est souvent abordé. Alors, je ne sais pas si derrière votre question, il y a les notions de Cloud Act, tout ce genre de choses qui peuvent être derrière votre question. Très clairement, là, c'est assez documenté. Si ça vous intéresse, on pourra vous transmettre parce qu'on a travaillé depuis qu'on est, voilà, on est un peu l'acteur spécialisé du monde des avocats vis-à-vis de Microsoft. Donc, cette question, vous n'êtes pas le premier à nous la poser. Donc, on a rassemblé de la part de Microsoft toute une documentation sur leur position exacte et comment ils se positionnent par rapport à ça. La réponse qui est très claire, c'est qu'ils respectent le droit européen et donc en aucun cas, ils ne donnent accès à une autorité extérieure en cas de sollicitation d'un gouvernement qui voudrait accéder à des données. Voilà. Moi, je pense au Conseil de l'ordre. Alors, le Conseil de l'ordre, c'est la même règle, je dirais, mais je n'ai pas discuté de ça précisément avec Microsoft, de savoir s'il y a un comportement particulier. Nous, c'est vrai que c'est plutôt un peu à l'inverse dans notre spécialisation un peu du monde de l'avocat. On a déjà eu affaire au phénomène inverse, c'est-à-dire qu'en cas de débarquement d'un huissier chez nous, par exemple, au titre de données qui vous appartiennent, nous, on a une procédure chez nous en interne qui est d'immédiatement solliciter l'ordre pour faire intervenir un de vos représentants pour vous défendre. Justement, il ne faut pas que je les appelle? Il ne faut pas. D'accord, bon. Non, mais parce que je prends un exemple, ça parlera à tout le monde. Sur le RPDA, le Conseil de l'ordre s'autorise des blocages sauvages. J'en ai été victime, et il n'y a aucun contrôle, aucun moyen de s'y opposer. Bah, le RPVA, c'est leur. D'accord, le RPVA, c'est vraiment leur outil. Donc, sur la définition. Bah, c'est eux qui l'ont mis en œuvre. Voilà. Maintenant, donc ça ne me surprend peut-être pas qu'ils aient accès à des choses de ce côté-là. Au niveau de Microsoft, c'est absolument pas eux. Donc, ils n'auraient aucun accès du tout. Dernière question? Oui? Donc, c'est-à-dire que le gouvernement américain ne pourra jamais demander la rapatriation des données qui sont en Europe, malgré avoir passé des débats sur ce sujet. C'est clairement la position de Microsoft, très clairement. C'est écrit, c'est explicité en long, en large sur les sites internet. Je pourrais, peut-être, on vous fera circuler les liens vers la position vraiment de Microsoft en détail sur cette partie juridique. Mais c'est clairement la position de Microsoft sur le fait qu'il n'y a pas de psychose à avoir sur le fait qu'une autorité extérieure, extra-européenne, puisse avoir accès à des données hébergées sur le territoire européen. Merci à tous. Bon déjeuner.